Aujourd'hui, on repart sur des sujets un peu plus classiques. Je vais pas vous décortiquer les contre-propositions du budget 2026 d'absolument tout le monde, mais je vous conseille quand même de jeter un œil à la contre-proposition de Sarah Knafo, qui propose 63 milliards d'économies, ce qui est plus dans mes cordes, disons. Mais bref, aujourd'hui on parle d'épargne et d'investissement, avec monsieur Denis Oliven, que je ne connais pas honnêtement, mais qui a dans sa bio X une citation de Tocqueville, donc c'est forcément quelqu'un de bien. C'est parti. On est en train d'entrer dans une société de rentiers, puisqu'on pénalise le travail. Vous avez encore dit, là, qu'on parlait des 35 heures, qu'on allait encore essayer d'embêter les salariés qui travaillent. Déjà une masterclass. Mais oui, parce qu'on a à peu près 20 millions de Français qui sont des rentiers. Qu'est-ce qu'un rentier? C'est quelqu'un qui touche de l'argent sans rien faire et sans prendre de risques. Il touche de l'argent garanti sans ne rien faire. Et par ailleurs, le patrimoine est immensément concentré. Et notamment, on a un problème qu'on n'ose pas évoquer, qui est l'épargne des retraités, puisqu'on a un système de retraite qui est trop favorable aux retraités. En effet, les retraités épargnent d'une manière complètement disproportionnée par rapport au reste de la population. Ils sont à peu près à 25% de leurs revenus pour les 70 ans et plus. En comparaison, les moins de 30 ans sont à 8%. On a une pyramide qui est complètement inversée par rapport au sens normal. Quand on est jeune, c'est à ce moment-là qu'on est censé épargner pour l'avenir, et quand on est vieux, on consomme cette épargne. Aujourd'hui, les plus gros épargnants en France sont ceux qui sont censés la consommer, donc qui devraient théoriquement avoir un taux d'épargne soit très faible, soit nul, soit même négatif. Et à l'inverse, les moins de 30 ans sont à 8% d'épargne. Évidemment qu'il y a un lien entre l'âge et le revenu. On voit d'ailleurs que les 50-59 ans épargnent à 17,8% par rapport à 9% de 30 à 39. C'est lié à un revenu plus élevé, c'est compréhensible. Mais aussi à ces âges-là, on a moins de dépenses. On n'a pas d'enfants dont il faut s'occuper par exemple. C'est pas complètement compensé par ça, évidemment, mais avoir un taux d'épargne de 8%, mais 1640 euros, c'est quoi? C'est à peu près 140 euros par mois, ce qui est déjà très bien si vous arrivez à épargner 140 euros par mois, c'est évidemment mieux que rien. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'en France, ces gens-là sont payés par ces gens-là, et a fortiori ces gens-là. Donc le système de retraite par répartition crée vraiment un problème d'enrichissement, puisque c'est très compliqué pour les jeunes de faire travailler leur argent. Et c'est un schéma qui va se répéter en boucle, j'allais dire jusqu'à la fin des temps, mais non, jusqu'à la faillite. Et à ce moment-là, on aura donc des retraités qui ne peuvent plus épargner parce qu'ils perdront 20-30% de leur revenu qui est actuellement payé par la dette. Et si on touche pas aux cotisations et qu'on permet pas aux jeunes d'épargner pour leur retraite, déjà qu'aujourd'hui c'est prévu que pour 1 euro de cotisé, ce soit à peu près 85 centimes de toucher à la retraite pour les moins de 30 ans, on descend à peu près à 60 centimes sans la dette. Donc on aura des gens qui ont cotisé toute leur vie pour récupérer moins qu'ils n'ont versé, et pour beaucoup, ce sera très compliqué de survivre, plutôt que de passer à de la capitalisation, qui aura un rendement mais infiniment meilleur à ce stade, et qui permet à chacun de s'enrichir librement, et de rétablir une logique dans cette pyramide. Mais bref, revenons à nos moutons. Et donc, au lieu de désépargner, ils continuent d'épargner après la retraite, ce qui n'est pas naturel. Donc, je ne crois pas qu'on puisse ponctionner l'épargne. En revanche, parce que ce serait là, on accroîtrait encore le côté bureaucratique, administratif et dirigiste de notre pays, qu'il est déjà bien trop. J'ai bien peur qu'on se dirige vers là, malheureusement. Étant donné que notre premier mollusque porte très bien son surnom, et c'est déjà arrivé en Europe, comme le dit bien Emmanuel Gave, que si vous ne connaissez pas, en principe je pense que si vous me connaissez, vous connaissez Emmanuel Gave, et son père, mais en tout cas si vous ne connaissiez pas, allez-y, les yeux fermés. Je leur dois énormément en termes de culture économique. Mais que dit-elle? De plus en plus, devant l'incompétence de Bayrou, je pense vraiment que l'on peut avoir une situation chypriote de saisie sur les comptes ou un emprunt obligatoire pour trouver en vitesse des liquidités pour faire passer les intérêts sur la dette et encore, si les agences de notation nous font la grande faveur entre-temps de ne pas nous noter, et donc de ne pas engendrer de panique sur notre dette française. En tout état de cause, les politiques actuelles avec leur histoire de jours de congé démontrent à nouveau qu'ils ne sont absolument pas au niveau des réformes structurelles de coupe dans les dépenses que la situation de notre pays exige. Et ce sont toujours les mêmes qui se retrouvent déclassés, en effet, toujours la classe moyenne. Et pour ceux qui ne sont pas habitués de la chaîne, vous devez vous dire « bah non, ils vont jamais le faire, c'est pas possible ». Malheureusement, il y a l'article 49 de la loi Sapin 2, qui doit évoquer quelque chose aux habitués, qui permet à l'État de saisir certains actifs de votre assurance vie. Donc ça existe, le précédent est là, il n'y a même pas besoin de passer de loi. Donc si vous avez une assurance vie, faites très attention aux actifs dans lesquels vous mettez de l'argent. Lisez la loi, demandez à ChatGPT si un de vos actifs est concerné, ou si tous vos actifs sont concernés d'ailleurs. Vérifiez ce qu'il vous dit, et si c'est le cas, je ne peux que vous conseiller de les vendre le plus tôt possible, de vous en débarrasser, et soit de les mettre
ailleurs dans votre assurance vie, soit de les mettre ailleurs tout court, pour les éloigner le plus possible de l'État français. En revanche, il y a une particularité française, c'est qu'on est notre épargne est très peu investie dans la production, dans les entreprises. La part de l'épargne qui est dirigée vers les actions de l'entreprise, vers le financement de la production et de la croissance, est plus faible qu'ailleurs. La moyenne fait très très mal. Il n'y a que les 70 ans et plus qui sont au-dessus de la moyenne. Ça veut dire qu'il la biaise bien, cette moyenne, par rapport à la médiane. J'ai dit biaise, hein. Patrimoine financier des Américains, il y a 30% d'actions. Dans le patrimoine financier des Français, il y a 6% d'actions. Donc si on avait des mesures à prendre, ce seraient plutôt des mesures qui orientent l'épargne vers le financement de la croissance. Yes. Merci à vous, Denis Oliven. C'est quelque chose que j'ignorais complètement. Je me doutais qu'on n'était pas aussi friand des actions que les Américains, mais là on est 5 fois moins friand qu'eux. Et à chaque fois que quelqu'un nous explique que les retraites c'est de la consommation en plus, je vous fais un schéma du style en disant que si 50-50, à la fin dans la consommation il y a 100, mais que s'il garde les 100, il va envoyer une partie dans la consommation et une partie dans l'investissement. J'ai tendance à faire le raccourci régulièrement entre investissement et épargne, mais là je parle vraiment d'investissement. Et c'est pour ça que je dis que c'est de la consommation plus vertueuse, parce que tu fais entre guillemets un cadeau aux entreprises, tout ça, tout ça. Pour l'épargne, c'est différent. Par exemple, le livret A, c'est un prêt à l'État. Et l'État français et l'argent, c'est pas une grande histoire d'amour. Ils l'utilisent pas très bien. Malheureusement, comme nous a dit Denis, on n'aime pas trop l'investissement en actions en tout cas. On aime beaucoup l'investissement immobilier, mais pas spécialement l'investissement en actions. Et on a même, encore pire, le livret A qui est possédé par 82% des Français. En comparaison, le PEA et le compte titre, seulement 10%. Bon. Il y a l'assurance vie qui compense un peu, et encore en assurance vie, ça doit être quand même pas mal de produits un peu spéciaux que les gens ont, et 17% de PER. La majorité de l'épargne des Français est dans des livrets ou, en tout cas, en dehors de vrais investissements. Et c'est une approche que je comprends, parce que typiquement, pour le livret A, on se dit, bah, il n'y a pas de risque. Pareil pour le PEL, bon, j'ai pas le droit d'y toucher pendant un moment. Si je veux l'avantage fiscal, en tout cas, j'ai pas le droit d'y toucher pendant un moment. Mais vu l'état des finances de la France, je pourrais même pas dire que le livret A est sans risque. Avec un rendement, comme on l'a vu dans la dernière vidéo où je parle d'investissement, qui n'est pas suffisant. Le taux du livret A n'est pas suffisant pour battre l'inflation, en moyenne. Cette année, c'est un peu spécial parce qu'on a une inflation relativement faible, mais sur les 10 dernières années, c'est pas glorieux. Le livret A est un impôt caché, vous perdez de l'argent avec le temps. Moins vite que s'il reste dans votre compte courant, mais le but premier de l'épargne, c'est quand même de ne pas perdre d'argent. Il y a moyen de se débrouiller avec ces deux-là, mais il y a trop d'inconvénients aussi. Alors que, c'est le moment de passer le nouveau message d'annonce. Bonjour. Les informations présentées dans cette vidéo sont fournies à titre informatif et éducatif uniquement. Elles ne constituent en aucun cas un conseil en investissement, une recommandation personnalisée ou une incitation à acheter ou vendre un actif financier. Investir comporte des risques, notamment celui de perdre tout ou partie du capital investi. Vous êtes seul responsable de vos décisions financières. Pensez à vous informer rigoureusement et, si nécessaire, à consulter un professionnel agréé. Avec un portefeuille qui ressemble à peu près à ça, avec à peu près un quart dans chaque, vous avez, sur le long terme, une chance extrêmement faible, mais vraiment extrêmement faible, je sais littéralement même pas si c'est possible, de perdre de l'argent, inflation comprise. Avec donc une partie croissance, ça ce sont vos actions, vos ETF, etc. La partie investissement, disons, 25% en or qui traverse les crises comme si ça n'existait pas, 25% d'obligations pas françaises, qui sont un rendement assuré, tant que le pays à qui vous prêtez ne fait pas faillite, et 25% de cash, autre chose que votre monnaie, donc pour nous pas d'euros, qui peut permettre de compenser l'inflation, et ça peut aussi éventuellement faire des belles croissances si la monnaie en question est sous-évaluée. Ça peut aussi faire l'inverse si la monnaie est surévaluée. Mais en tout cas, avec un portefeuille qui ressemble à ça, la chance de perdre de l'argent est vraiment infinitésimale. Ça ne vous a sûrement pas échappé si vous avez vu mon CTO, mais dedans, il n'y a que ça. Que de la croissance. Pourquoi donc ? C'est pas que j'ai envie de perdre de l'argent, c'est que je suis jeune. J'ai 28 ans, si demain il y a une grosse crise qui fait baisser les marchés pendant 2 ans, ça ne m'affecte pas, entre guillemets. Je suis presque content, entre guillemets, ça me permettrait presque d'acheter mes ETF moins cher. Et d'ici quelques années après, ça sera bon. Même si ça dure 10 ans, c'est pas bien grave. Et je dis bien croissance et pas rendement. Pour revenir sur mon portefeuille, vous voyez à la fin de mes ETF, il y a à chaque fois un petit AC, 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 C, AC. Bon, sur celui-là, il n'y a rien. Mais c'est pareil. Qu'est-ce qui veut dire ce AC ? C'est accumulation de capital. Ce qui veut dire que si l'ETF contient des dividendes, ils sont directement réinvestis dedans, automatiquement.
À l'inverse, on a les ETF distributants qui, eux, te donnent les dividendes et t'en fais ce que tu veux. Ah, bah du coup, c'est mieux les dividendes, comme ça, après, tu fais ce que tu veux avec. Et non. Parce que malheureusement, nous sommes en France, et en France, on a donc notre bonne amie la flat tax de 30%. Donc dans le cas de l'ETF accumulant, si j'ai 1000 € et que le rendement des dividendes est de 10%, je me retrouve avec 1100 €. Alors que dans le cas d'un ETF distribuant, je me retrouve avec 1070 à cause de la flat tax. Si je retire directement les deux, dans le cas de l'accumulant, on me prendra 30% de bénéfices. Je serai donc à 1070. Et cette fois, pour le distribuant, c'est ici qu'il n'y aura pas le prélèvement des moins 30%. Donc au final, on a exactement le même montant. Sauf que, si on refait une fois la boucle, on se retrouve avec ces deux montants. Et cette fois, si je les retire, on a une différence. Pour l'accumulant 1147 et pour le distribuant 1144,9. Le fait de ne pas avoir à payer les 30%, sur le long terme, créera une différence. Au bout de 2 versements de dividendes, ça fait la différence, en fait. Donc dans une optique de croissance pure, les ETF accumulants, en France, sont plus avantageux. Sans compter que si, à tout hasard, à un moment, je n'en peux vraiment plus de la France, on s'en rapproche d'ailleurs, je partirai sûrement. Et là, la différence sera déjà grande entre les montants ici. Mais si en plus, après mon départ, je continue d'investir, etc., et quelques années après, je paye moins d'impôts sur ma plus-value, ou idéalement pas d'impôts sur ma plus-value, là, la différence sera massive. À seulement 2 occurrences, pour 1000 € d'investissement, on a déjà à peu près 65 € de différence. Je vous laisse imaginer sur 20 ans. Et la dernière raison de pourquoi j'ai un portefeuille pour l'instant uniquement de croissance, c'est que je peux supporter le risque. Aujourd'hui, j'ai perdu 40 €. C'était quand c'était il y a 2 jours. Trump a fait une petite blagounette. À la fin de la journée, j'étais à 250 €, moins 250 €. Bon, hier, ça a compensé. Mais il y a 2 jours, j'étais pas abattu au bord des larmes. Je me suis juste dit que c'était un peu dommage, parce que c'était descendu plus bas que quand j'ai fait mes achats la semaine dernière. Mais au-delà de ça, ça allait très bien. Donc si vous êtes comme moi, vous êtes jeune ou vous êtes en tout début de parcours d'investissement, parce qu'on peut commencer tard, hein, pas de problème, et que vous tolérez bien le risque, sans partir forcément sur 100% croissance comme moi, selon votre âge, vous pouvez prendre plus que 25% de croissance dans le portefeuille de tout à l'heure, vous pouvez monter à 40, 50. Et si vous êtes en France et que vous cherchez vraiment à faire croître votre patrimoine, prenez de la croissance, pas du rendement. Le rendement, vous pouvez en prendre si vous voulez des dividendes. Mais pour la croissance, c'est moins bien que l'accumulation. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à regarder une autre vidéo, à faire un petit passage sur la chaîne principale, à liker et à commenter.